Les zones à faible émission sont en place dans la métropole grenobloise depuis 2019. Des restrictions pour les véhicules les plus polluants qui font grincer des dents chez certains entrepreneurs. L'été sera chaud, l'été sera beau, si on y croit. En tout cas, la ville de Grenoble vous attend jusqu'à fin août pour l'été au parc qui s'installe cette année dans les 3 grands parcs de la ville. Et puis, ce sont peut-être les champions de trail de demain. Ils sont à bonne école avec Thomas Cardin qui, entre 2 leçons et avant le trail des passerelles du Monténard, initie ses petits Grenoblois à la course à pied. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 9 juillet 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grenoble, la capitale des Alpes et des ZFE, c'est dans notre cuvette grenobloise que les chambres de commerce et d'industrie avaient convié cette semaine le monde économique pour une réunion nationale sur les zones à faible émission. La métropole est l'une des premières à l'avoir mise en place. Diesel critère, force est de constater que le sujet fait débat. Lina Badreddine. Plus de véhicules utilitaires légers et de poids lourds diesel d'ici à 2025. Plus de ces véhicules critère 3 dès 2022 et déjà l'interdiction des vignettes critère 4 depuis 2020 et 5 depuis 2019. Dans les zones à faible émission situées dans 27 communes de la métropole grenobloise, certains véhicules professionnels sont bannis, d'autres vont bientôt l'être. Face à ces interdictions, les chambres de commerce et d'industrie de France se sont réunies à Grenoble. Elles attendent une révision du calendrier. Aujourd'hui, le calendrier tel qu'il est présenté dans l'arrêté, il n'est pas tenu, puisqu'aujourd'hui, il y a encore 15% des véhicules qui circulent et qui n'ont pas le droit de circuler. Il ne sera pas tenu, puisqu'il impliquerait la disparition de plus de 30% des véhicules, des poids lourds et des véhicules utilitaires d'ici 1 an, ce qui est juste complètement impossible. Et en plus, il ne sera pas tenu non plus en 2025, puisqu'en fait, ce que les gens n'ont pas encore remarqué et pris conscience, c'est que la disparition des critères 2, ça veut dire la disparition de tous les véhicules diesel dans les 4 années qui viennent, y compris les véhicules neufs qui sont achetés aujourd'hui. Et ça, c'est juste impossible. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les moyens financiers de le faire, ça c'est clair. Mais en plus, il n'existe pas pour beaucoup d'usages de solutions techniques. Des solutions techniques inexistantes, car certaines catégories de véhicules que les professionnels utilisent dans le secteur du BTP, par exemple, n'existent pas dans la catégorie critère 1. En plus, 97% des véhicules actuels des entreprises ont des moteurs diesel. On est face à un mur, on est face à un mur en béton armé, où globalement, on nous demande de mettre en œuvre des choses dont on n'a pas les moyens. Voilà. Quand je dis on n'a pas les moyens, ce n'est pas les moyens financiers, même si c'est un vrai sujet. C'est on n'a pas les moyens, les véhicules n'existent pas. Aujourd'hui, si vous commandez un véhicule, et je sais parce qu'on l'a fait chez nous, à énergie alternative, GNV, c'est 1 an de délai. Donc vous le commandez aujourd'hui, vous l'avez en juillet 2022. Vous voyez l'inertie de la dynamique qui est incompatible avec le calendrier qui est imposé aujourd'hui. De ce fait, les chambres de commerce et d'industrie craignent une délocalisation des entreprises. Ils demandent à la métropole de Grenoble un calendrier réalisable. Si cette dernière se dit à l'écoute, la loi ne permet pas de revenir sur les arrêtés pris dans 27 des 49 communes métropolitaines. Seuls les maires le peuvent. On va continuer de parler ZFE avec vous, Camille Gaillard-Minier, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes députée à l'REM de l'Isère. Dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience, vous venez avec votre collègue Valérie Beauvais, députée de la Marne, de mener une mission flash sur ces zones à faible émission mobilité. Du coup, maintenant on dit ZFEM, c'est bien ça? Exactement. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir tout détailler ici. On va quand même se pencher sur quelques préconisations. Mais pour débuter, peut-être un commentaire sur le sujet que l'on vient de voir. Alors, un commentaire sur ce sujet. J'ai échangé longuement avec Olivier Six et avec les entrepreneurs dans le cadre de cette mission d'information. Il me semblait que c'était important pour me faire une juste idée de la mise en place de ces ZFE d'échanger avec le monde économique. Donc, ces remarques, elles me sont remontées et elles peuvent paraître en tout cas pertinente dans l'idée qu'il va falloir, pour que ces ZFE puissent s'installer durablement et de façon pérenne dans notre vie, se faire de façon concertée et qu'on puisse emmener chacun, puisque l'objectif, il est partagé par tous, c'est avoir une meilleure qualité de l'air pour nous, pour nos enfants, pour nos aînés. Mais évidemment que pour que ça puisse s'appliquer, il faut que chacun puisse être un acteur, que ce soit les particuliers, le monde économique. Donc c'est très important aujourd'hui que le monde économique exprime ses craintes et que les acteurs locaux y soient attentifs. La parlementaire, je suis l'est, mais il y a beaucoup de décisions qui se prennent en local et ça veut dire de la concertation et de l'écoute.
Alors ces ZFEM, elles sont actuellement 11. L'objectif, c'est de passer à 44 territoires en 2023. Quelques exemples? Alors effectivement, dans le projet de loi climat et résilience qu'on est en train de discuter à l'Assemblée, qui a été voté par l'Assemblée et qui a été voté par le Sénat, mais dans des termes différents, et qui devrait revenir à la rentrée, il a été décidé de mettre un article qui étend les zones à faible émission à toutes les communes où il y a plus de 150 000 habitants. Au jour d'aujourd'hui, ces zones à faible émission, elles sont réservées à des agglomérations où on a des valeurs cibles de pollution de l'air qui sont supérieures à certaines normes européennes, et la France risque des condamnations. Donc là, la priorité, ça a été sur ces zones, et c'est sur ces zones que ça existe. Et c'est le 11 que vous visez, c'est Grenoble, c'est Lyon, Paris et sa métropole, c'est Strasbourg, Toulouse, Marseille, etc. Et demain, ce sont 33 collectivités supplémentaires, mais qui, elles, ne dépassent pas actuellement les normes, mais parce que ce sont des zones densément peuplées qui seront demain concernées, mais avec des calendriers différents. C'est-à-dire que ces 33 zones supplémentaires qui seront concernées demain seront libres d'établir le calendrier qu'elles souhaitent. En revanche, pour celles qui sont aujourd'hui déjà concernées par des valeurs cibles qui sont dépassées, il y a un calendrier qui est aussi proposé, mais pour rebondir sur ce qui est indiqué par Olivier Six et le Monde économique, ce calendrier ne va pas jusqu'au critère 2. Il va uniquement jusqu'au critère 3, c'est-à-dire que c'est critère 5 en 2023, critère 4 en 2024 et critère 3 en 2025. Ça, c'est le calendrier pour les 11 zones déjà concernées aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour qu'il ne se passe rien de laisser les collectivités établir leur calendrier? Alors, je ne crois vraiment pas que ce soit le cas. L'idée, c'est de pouvoir absolument coller au territoire, que ce soit les collectivités, c'est important qu'ils décident du périmètre dans lequel la ZFE doit s'appliquer. Ça, elle aussi de déterminer les véhicules. Demain, ce seront tous les véhicules, mais les 33 ZFE décideront également des véhicules. Quand je dis véhicules, c'est véhicules particuliers ou poids lourds. Oui, une de vos préconisations, justement, c'est qu'il y ait peut-être plus de véhicules. Les véhicules des particuliers entrent en jeu. De toute façon, le calendrier qui est proposé pour les 11 communes et agglomérations dont on a parlé, ce sont effectivement tous les véhicules particuliers qui seront concernés. Mais parce qu'on l'a vu, parce que l'angle de ce rapport, c'était aussi de s'intéresser aux expériences européennes pour voir ce qui marchait. Et on voit que si on veut avoir un effet important sur la qualité de l'air, effectivement, il faut que ça implique le plus de monde possible. Mais quand on dit impliquer tout le monde, il faut évidemment écouter tout le monde, avoir un système d'aide qui soit à la hauteur de l'ambition qui est donnée, un système d'accompagnement, un système d'information qui soit également très important. Je pense que ça a été vraiment une des conclusions de ce rapport. Sur le système d'information, vous prenez aussi une plus grande cohérence. Peut-être que le critère, tout le monde ne sait pas encore ce que c'est, comment ça marche. Tout à fait. C'est certainement en tout cas un enjeu réel de communication. Comme vous l'avez dit, en fait, en Europe, aujourd'hui, on a un système de normes euro qui vont de 1 à 6. En France, on a voulu faire différemment. On est sur des critères qui vont de 5 à 1, à l'envers. Donc déjà, c'est pas tout à fait simple, mais il y a certainement un système de communication extrêmement important. Aujourd'hui, vous savez, quand vous achetez un véhicule, vous pouvez demander à chaque fois la délivrance de votre vignette qui ne coûte rien, c'est juste l'envoi de la vignette. Et vous savez, à la lecture de votre vignette, si vous êtes 5, c'est que votre véhicule est très polluant. Et plus vous remontez, moins c'est le cas. Donc là, il y a certainement une campagne de communication à faire. Et comment on calcule? C'est en fonction de la date d'immatriculation. Pour vous donner un exemple, pour les critères 3 qui seront donc interdits en 2025, pour les véhicules diesel, ce sont les véhicules qui, en 2025, auront plus de 15 ans. Et pour les véhicules essence, ce seront des véhicules qui auront plus de 20 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas des véhicules essence qui seraient antérieurs à 95 et qui seraient finalement moins polluants que des véhicules diesel qui seraient plus récents? Alors, en fonction des critères, non. En fonction des critères, de toute façon, aujourd'hui, la recherche et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un renouvellement du parc des véhicules qui aille vers des véhicules moins polluants et qui aille vers les véhicules critère 1, qui sont les derniers véhicules essence, les véhicules qui auront moins de 15 ans. Et vous prévoyez des aides pour ça? Puisque ces véhicules sont de plus en plus chers aussi. Tout à fait, puisque d'ailleurs les véhicules 1, ce sont aussi les véhicules électriques dont on sait aujourd'hui qu'ils sont chers. Il y a des aides qui sont déjà prévues, mais c'est certainement des systèmes qui vont encore s'améliorer. Vous avez le bonus écologique, vous avez la prime à la conversion, vous avez la surprime prévue par l'État lorsque vous avez des collectivités locales qui le prévoient. Pour le monde économique, vous avez aussi les primes de l'ADEME. Mais si vous voulez, ça fait aujourd'hui un maquis d'aides. Et dans le rapport, il y a aussi cette préconisation d'avoir un guichet unique qu'on a déjà sur Paris qui permette à un seul endroit, sur un seul site, de rentrer son besoin et de voir quelle est la liste d'aide et surtout le montant total qui vous permet après d'anticiper sur un achat ou sur une autre mobilité. Parce que l'autre message, c'est de dire il faut évidemment, lorsque c'est possible, lorsque le véhicule est indispensable, avoir les moyens, les aides, l'accompagnement pour changer son véhicule vers un véhicule moins polluant. Et ça, c'est bien pour tout le monde, mais c'est aussi
que les collectivités, accompagnées par l'État, aillent aussi vers des propositions de mobilité alternatives qui permettent à celui qui le peut et qui le souhaite d'utiliser un mode de déplacement doux, qui doivent aujourd'hui effectivement se diversifier avec des tarifs qui soient plus accessibles aux plus modestes aussi. Et d'ailleurs, pour terminer sur les aides, il y a aussi dans le rapport l'idée que les aides doivent être aussi ciblées et qu'on doit évidemment beaucoup plus aider ceux qui en ont besoin, les couples les plus modestes, que ceux qui n'en ont pas besoin. Merci beaucoup Camille Gallière-Minier. Je rappelle que vous êtes députée de l'Isère et que vous avez travaillé avec votre collègue Valérie Beauvais sur une mission d'information flash sur les ZFE. Merci. Ils sont enfin sortis de la zone à fort enquiquinement, pour ne pas dire autre chose. Le pilote isérois Bruno Odos et son collègue Pascal Fauré ont finalement été acquittés jeudi par la Cour spéciale d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire d'Air Cocaïne. En première instance, en 2019, ils avaient été condamnés à 6 ans de prison. En juillet 2013, alors qu'ils s'apprêtaient à décoller de Punta Cana direction Saint-Tropez, les deux pilotes avaient été arrêtés sur le tarmac à bord du jet. 26 valises remplies de 700 kilos de cocaïne. Jetés en prison et condamnés à 20 ans de réclusion en République dominicaine, ils avaient été exfiltrés vers la France. Bruno Odos et Pascal Fauré ont maintenant 6 mois pour demander des réparations à la France. Tout doit disparaître. Pas de valises, mais des radiateurs, des câbles, des éviers, des portes et bien d'autres. Plusieurs tonnes de matériaux issus de l'ancien centre de recherche de santé des armées derrière l'hôpital Couple-Enfants du CHU de Grenoble sont à vendre. Et la Batitech se met en mode solde depuis ce vendredi, moins 50% sur tous les matériaux disponibles. Ce site fait l'objet d'un vaste réaménagement porté par plusieurs structures, dont la métro et l'UGA. Les résultats du brevet des collèges viennent d'être dévoilés. En Isère, 15 447 candidats de 3e ont passé les épreuves fin juin, début juillet. 86,67% d'entre eux ont obtenu leur diplôme. C'est un peu moins qu'en 2020, où le taux de réussite au brevet était de 91%. Il était de 95% pour le bac. Trop chou, le calcul des fractales version romanesco, c'est peut-être un peu ardu pour les élèves de 3e, mais pas pour des scientifiques du laboratoire de physique cellulaire et végétale de l'université Grenoble-Alpes CNRS-CEA et INRAE. Dans une étude publiée ce vendredi dans Science, ils ont pu déterminer que le romanesco comme le chou-fleur sont issus de bourgeons destinés à devenir des fleurs, mais qui n'atteignent jamais leur but. Chez le chou romanesco, les tiges produisent des bourgeons de plus en plus rapidement, ce qui leur confère un aspect pyramidal. Des chercheurs de plusieurs autres universités dans le monde ont également participé à cette étude. Et l'histoire ne dit pas dans quel chou est né le petit Lucio jeudi soir. En tout cas, toute l'équipe de Télé Grenoble embrasse très fort le bébé et ses parents, Laurie et Quentin, qui se portent bien. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Remède à l'ennui, la ville de Grenoble renouvelle cette année encore l'opération L'été au parc, mais avec un S, puisque le parc Paul Mistral n'est plus le seul concerné. Jusqu'au 22 août, ce sont 70 associations qui offriront 160 animations gratuites. Poterie, VTT, yoga, atelier d'écriture, jeux d'eau ou ping-pong et bien d'autres. L'été au parc, c'est une animation, un cadre d'animation que propose la ville chaque année dans le parc Paul Mistral, des animations pour toutes et tous, pour les familles, pour les enfants, pour découvrir des sports, pour découvrir des arts, pour faire prendre des temps de repos, des temps de lecture, des temps de jeu. Et donc cette année, on propose, pour éviter d'avoir une trop grande concentration dans le parc, de se donner rendez-vous dans les 3 plus grands parcs de la ville. Le parc Paul Mistral, bien entendu, mais aussi à Bachelard, donc le parc des Champs-Élysées, et puis à la Villeneuve, dans le quartier de la Villeneuve, dans le parc Jean Verlac. Et ce sera 160 propositions menées par 70 associations, donc à la fois du jeu, de la découverte de l'art, des pratiques, du sport. Et donc des temps gratuits et ouverts à toutes et tous. Bien entendu, on a toujours des contraintes sanitaires et des consignes qui sont données à chaque atelier, à chaque rendez-vous. Mais l'état d'esprit que la ville a, c'est d'assurer une sérénité de ces temps pour pouvoir se concentrer sur la relation et permettre aux gens de retrouver des liens entre eux. Une grande partie des ateliers nécessite une inscription qui peut se faire soit par téléphone au 04 76 00 76 69 ou sur place auprès des points d'information présents dans les parcs. Derniers échauffements pour les concurrents du Trail des Passerelles du Monténard. Cette nouvelle édition s'achèvera dimanche avec le Maratrail des Passerelles, 42 km et 2600 mètres de dénivelé positif. Et la grande course, 65 km et 3300 mètres de dénivelé positif. Des épreuves qualificatives pour les championnats du monde de la discipline, mais seulement pour les 2 meilleures femmes et hommes de chaque épreuve. Le jeune isérois Thomas Cardin espère bien être l'un d'eux. Lucille Dailly.
Comme 3 pommes, on peut garder une sacrée pêche tôt le matin et pendant 2 heures au moins. Et ce n'est plus une exception pour ces élèves de maternelle. C'est devenu un rituel. 2 fois par semaine, main dans la main, ils arpentent les rues de Grenoble, non pas en balade, mais en randonnée. En randonnée. En randonnée. On est à Grenoble là? Oui, on est à Grenoble. Oui, en randonnée dans la ville la plus plate de France. Mais si les petits sportifs pratiquent également la grimpette à la Bastille, leur physique et leur mental de coureurs ont tout à gagner au gré des rues, des murs et des bâtiments. Croyez-en leur professeur qui a mis en place ce programme d'éveil à la course, lui-même qui dévore le dénivelé positif en défiant les centièmes de seconde. Thomas Cardin, champion de France de trail court, véhicule ici les vertus de l'activité physique en milieu citadin, chacun à son rythme, mais avec le plein d'aventures. Il y a beaucoup de choses à découvrir en ville, mais c'est surtout qu'on fait nos randonnées en ville parce que ce sont des enfants qui sont citadins, donc il faut aussi apprendre à marcher en ville avec toutes les choses que ça implique, les risques que ça implique, donc il y avait aussi cet enjeu-là, marcher en sécurité dans une ville. Et tous en sécurité à l'abri de l'orage et à la chasse aux limaces sous la serre du Jardin sans frontières, à la rencontre de personnes réfugiées qui cultivent des légumes et des fruits destinés aux démunis. Et si la leçon de botanique se conjugue au futur avec la citoyenneté, les petits apprennent en plus l'humilité dans les traces de leur champion de professeur. Il est champion de trail et il court en montagne. Il court très très vite. Tu aimerais faire comme lui? Oui. Ah, il n'y a pas de mal à tenter d'imiter le maître, surtout que Thomas peut s'y reconnaître. C'est à l'école qu'il doit son amour de la course en montagne. J'ai découvert les sports de pleine nature au collège, à l'association sportive, donc c'est vrai que j'ai à cœur aussi de transmettre ma passion pour les sports de pleine nature. Tout particulièrement pour la course à pied en nature. J'ai eu une expérience avec des jeunes en collège, c'était très intéressant. Là, vraiment, c'est l'effort sur la durée et puis une forme d'hygiène de vie. Et voilà, le plaisir de l'effort que j'essaie de transmettre. Et pourquoi pas réveiller les envies de défi chez ces petits qui, un jour peut-être, se lanceront eux aussi pour 1 heure de course à la Bastille dès l'heure de la sortie. Comme l'an dernier, Télé Grenoble retransmettra en direct le Maratrail et la grande course de dimanche. 3 heures de direct à suivre comme si vous y étiez. La sueur en moins et peut-être le soleil en plus. Ce sera à partir de 9h30. On vous attend. On se quitte en musique avec 2 concerts, 2 ambiances, mais toujours en plein air et gratuit. À Visil, on célébrera samedi avec un peu de décalage la fête de la musique avec le groupe Patchwork qui s'est fait une spécialité de reprendre le concert mythique de Queen à Wembley. Tout y est ou presque, même la moustache de Freddie Mercury. Et Queen oblige, ce sera sur la place du Château. Et puis à Cessiné-Parisé, dans le parc Lesdiguières, derrière l'Iliade, vous retrouverez Léonide alias Fabien Dayan, l'ex-guitariste de Sinsémia, qui la joue solo depuis plusieurs années. Maintenant, il viendra notamment présenter son dernier album, Du Vent. Belle soirée et excellent week-end à tous. C'est un drôle d'oiseau oisif, content d'être contemplatif, un penseur des plus passifs qui veut pas la place du calife. Il dit, j'ai pas demandé à naître, mais je m'en plains pas, faut le reconnaître. Pacifiste forcené, il ne manque qu'à ce qu'on lui foute la paix. Il ne craint pas